Honneur, amis téléspectateurs. Bienvenue sur Quisqueya, l'île mystérieuse. Le voyage continue et j'ai retenu pour vous une phrase de Confucius. Pour un mot, un homme est réputé sage. Pour un mot, un homme est réputé sot. Ce soir, nous avons avec nous un personnage important. Moi, je l'appelle l'Haïtien parce que je pense qu'il a beaucoup offert à Haïti et je ne suis pas la seule. Je prends plaisir à recevoir Thomas Spire. Mais avant de vous présenter Thomas, je vais vous présenter un livre de poésie érotique féminine française contemporaine. L'image est assez évocatrice. Son auteur, Giovanni Dottoli, professeur de langue et littérature française à l'Université de Bari, est l'auteur de nombreux livres, articles et essais publiés en Italie, en France et en d'autres pays, entre autres, de l'anthologie de la poésie érotique française du Moyen-Âge à nos jours, directeur de plusieurs collections et revues, officier de la Légion d'honneur et grand prix de l'Académie française. Il est poète de langue italienne et de langue française. Ce livre est sorti à Hermann Éditeur, ISBN 978-27056-80954. Je reprends le titre, La poésie érotique féminine française contemporaine. Amis téléspectateurs, je vous lis un poème, Clin d'œil. Une haleine n'est que chose légère, pourtant, quand le vent a traversé la savane, c'est mon souffle ondulant les courbes douces des grands espaces, charriant au-delà de toute limite ces effluves qui viennent du cœur pour aller au bout de toi et me perdre dans tes odeurs. Que c'est beau, mon amour, que c'est beau ce voyage dans ta chair, quand je porte mes rêves dans ton regard et des yeux pour te plaire. Ce poème est de Marie-Alice Théard, une des 81 poétesses intervenant dans la poésie érotique féminine française contemporaine. Ceci m'amène à Thomas Spire. Et je reçois Thomas avec un peu d'érotisme parce que Haïti la belle, Haïti la mystérieuse, Quisqueya reçoit une fois de plus Thomas, qui est américain, mais du côté de l'âme, très haïtien. Bienvenue Thomas, honneur. Honneur, respect, merci Marie-Alice Théard de me recevoir aujourd'hui. Thomas est professeur d'université de lettres et il se penche sur la littérature insulaire. Il a fait la Polynésie, la Réunion, le Québec, et il va vous donner davantage de détails et aller en profondeur. Et ce qui m'étonne, c'est que Thomas trouve le temps, entre ses travaux, son travail de professeur et ses recherches, il trouve le temps d'être aimable, le temps d'être agréable et le temps de se pencher sur les choses de l'âme. Thomas nous confie qu'il a des rapports assez particuliers avec la francophonie. Et ma première question pour Thomas, quels sont ses rapports avec la francophonie, Thomas? Merci Marie-Alice, c'est quand même une question assez amusante parce qu'en général, d'abord, je n'aime pas le terme. Et j'explique ça parfois à partir de ma première rencontre avec Édouard Glissant, qui nous a quittés récemment, malheureusement. C'était un collègue, mais je ne savais pas à l'époque, 1990, quand je l'ai rencontré en Louisiane. Et je pense que j'ai débuté ma carrière de professeur et j'avais un enthousiasme un peu aveugle envers ce monde qu'on appelait la francophonie. Et il m'a bien appris à ne pas utiliser ce terme. Parce qu'en général, la francophonie, quand on parle de la francophonie, il s'agit de promouvoir la France. Et beaucoup de ces organismes, l'OIF compris, font une promotion des auteurs français. Ce n'est pas une volonté de promouvoir des œuvres du Maghreb, de l'Afrique, du Québec ou des Antilles, Caraïbes.
C'est souvent des efforts de faire en sorte que des auteurs de Paris, et même pas des provinces françaises, mais les maisons d'édition de Paris, c'est très centralisé. Et la francophonie, pour moi, souvent, je me révolte. Je me trouve en Amérique du Nord, où nous avons une francophonie, si vous voulez utiliser, des francophones réels. Mais quand vous êtes au Québec, comme quand vous êtes en Haïti, Paris n'est pas votre centre. Ici, la métropole, c'est Port-au-Prince, ce n'est pas Paris. Quand vous êtes au Québec, la métropole, c'est la ville de Montréal. Donc, ce sont des rapports souvent conflictuels parce que vous avez des richesses énormes à l'extérieur de l'Europe francophone. Et malheureusement, la francophonie, c'est souvent ça, c'est une concentration trop grande de la France. Il y a des relents coloniaux, mais la francophonie, si vous voulez utiliser un petit f, existe. Il y a une réalité francophone, mais les organismes officiels, je pense, ne sont pas très ouverts aux relations sud-sud, aux relations Haïti-Québec, Maghreb-Antilles. C'est souvent centre-Paris et périphérie ailleurs. Et je préfère parler de la francophonie comme des centres éclatés. Il y a beaucoup de centres. Vous avez la grande ville de Kinshasa, de la taille de Paris. Vous avez la deuxième, après Paris et Kinshasa, vous avez Abidjan. Et donc après, vous avez d'autres pôles, de Dakar, de Casablanca, de Montréal, de Port-au-Prince. Mais les grandes villes, il faut d'abord commencer à parler de l'Afrique francophone, parce que l'avenir de la langue française est africaine. Donc la francophonie, si vous voulez, nous en faisons partie, mais essayons de voir ça autrement que par les instances, les organismes officiels. J'ai retenu une phrase, l'avenir de la langue française est africaine. Est-ce que Thomas voudrait bien s'étaler un petit peu plus là-dessus? Rapidement, je crois que les conflits sont un peu terminés. Au moment des indépendances africaines, il y avait des efforts des gens comme Cheikh Anta Diop et d'autres pour mettre en place les langues nationales. Et en même temps, quand vous avez des pays comme le Cameroun où vous avez 250 langues, il est logique qu'une ou deux langues, comme l'anglais et le français au Cameroun, soient des langues de communication, des langues d'échange. Quand vous êtes à New York et vous vous promenez à Harlem, dans le quartier sénégalais, vous entendez le Wolof, le français, l'anglais, et il y a des langues multiples. Mais ce qui est très évident pour la question de l'avenir de la langue, la population africaine, vous n'avez que prendre le Maghreb, sans parler de l'Afrique subsaharienne, vous avez autant de francophones au Maghreb que vous avez en France. Donc, au niveau de la population, des parlants français, c'est évident que l'Afrique, c'est l'avenir des peuples francophones. Et ça m'amène à parler de langue nationale. Et tout de suite, j'arrive à Haïti, j'arrive à Port-au-Prince. Nous avons deux langues, le français et le créole. Et je sais que vous vous penchez sur la langue créole, sur la littérature créole, sur la littérature haïtienne. Vous parlez de cette langue haïtienne. Et on a aussi parlé du hip-hop, on a parlé des graffitis, de ces dessins que nous voyons de plus en plus sur nos murs à Port-au-Prince, les dessins de Jerry, par exemple, qui ne nous laissent pas indifférents. Et j'aimerais bien savoir, quel est votre sentiment face à cette montée du créole, des graffitis, des dessins, ou de cette langue que nous disons française ou haïtienne même? Quel est son apport, quelle est son importance dans cette littérature qui mousse chez nous? Je pense que la réponse peut venir avec des comparaisons d'autres pays où, c'est-à-dire quand on parle de la francophonie, et on revient au terme de tout à l'heure, c'est la majorité du monde francophone parle une autre langue que le français à la maison. Et si vous avez un pays créolophone comme Maurice, l'île Maurice, 100% de la population parle créole, mais les deux seules langues enseignées à l'école, c'est le français et l'anglais. Et quand vous parlez des deux langues d'Haïti, c'est sûr que Haïti est 100% créolophone. Souvent, d'abord, peut-être il faudrait dire aussi qu'il y a aussi l'anglais et l'espagnol qui sont des langues courantes ici.
Mais depuis très longtemps, le créole a été réprimé ici. Je crois que vous avez bien dépassé ça depuis la Constitution de 86-87, qu'il y a 2 langues reconnues, mais on sait qu'il est important de faire l'alphabétisation dans la langue maternelle. Donc il faut commencer avec la langue créole. C'est bien aussi d'avoir des langues, une langue ou des langues universelles, des langues qui sont plus répandues. Il y a des besoins aussi de se pencher vers d'autres pays francophones, créolophones, non seulement des Antilles, Martinique, Guadeloupe et Guyane, mais il y a aussi Sierra Leone, Réunion, Maurice. Mais parce que vous avez évoqué la question du graffiti, du hip-hop, c'est la question aussi de ce que c'est que la littérature. Oui. La littérature a des formes très diverses et nous, universitaires, on a souvent l'habitude d'enseigner cette langue de haute cette littérature figée sur papier. Mais il y a d'autres littératures aussi. Il y a la littérature orale, il y a le théâtre, il y a la poésie, il y a les graffitis, il y a des chants. Et je pense qu'il y a des niveaux différents. Il y a des gens qui font des récits en langue créole. Mais je pense que le théâtre et la poésie surtout, ce sont des formes beaucoup plus orales, dites, et on trouve plus souvent et très fréquemment du théâtre et de la poésie faite en langue créole. Et ça dépend des auteurs aussi. Moi, je connais un autre exemple du bilinguisme, un multilinguisme, le Maghreb, où il y a toujours l'arabe vernaculaire et l'arabe classique enseigné à l'école. Et il y a des auteurs accusés d'écrire en français quand ils pourraient écrire en arabe. Mais pour beaucoup de ces gens-là, ils ont un arabe vernaculaire, mais ils ne maîtrisent pas aussi bien l'arabe classique écrit. Donc pour eux, c'est une question d'écrire en français. Et ça dépend de chaque auteur. Quand on demande à quelqu'un pourquoi vous jouez du violon et pas du piano, on maîtrise mieux le piano que le violon. Si vous êtes complètement bilingue comme Samuel Beckett, qui écrivait et en français et en anglais, vous écrivez selon le besoin, selon l'émotion dans une langue ou une autre. Pareil pour les auteurs créolophones francophones. Ils ont des raisons, des besoins, il y a des pulsions qui arrivent d'abord en créole ou ça arrive en français. Et ça dépend de l'auteur, ça dépend de l'individu. Il y a des raisons pour certains, mais il y a des gens qui sont incapables d'écrire en créole. Il y en a d'autres qui sont incapables d'écrire en français. Et ça, je crois qu'on est arrivé heureusement à ce stade-là qu'il y a un choix. Mais le choix n'est pas pour chacun, parce qu'il y a certains qui ne maîtrisent pas aussi bien une langue qu'une autre. Vous avez eu pour Livre en folie cette semaine une Haïtienne qui vit aux États-Unis, Edwige Dantica, et elle maîtrise parfaitement la langue française, mais elle préfère parler en créole ou en anglais. C'est-à-dire pour elle, elle maîtrise la langue française, mais pour elle, ce n'est pas une langue d'écriture. Elle écrit en anglais. Donc je pense que la langue anglaise, pour elle, c'est un outil. C'est un outil, elle ne pense pas en anglais, c'est un outil de travail. Si, qu'elle pense en anglais. Elle pense en anglais. Bien sûr. Elle est arrivée aux États-Unis, elle avait, je ne sais pas, 12 ans. Et elle a fait la plupart de ses études en langue anglaise. Et ça veut dire que pour elle, écrire en anglais, c'est la langue qu'elle maîtrise le mieux. Et donc, c'est normal qu'elle écrive en anglais. Mais pour lui dire, mais pourquoi vous n'écrivez pas en créole, pourquoi vous n'écrivez pas en français, ce ne sont pas des langues qui viennent à elle d'une façon aussi... Ce ne sont pas ces outils de communication. Voilà. Parce que, bon, je ne ferme pas cette parenthèse. Je vais m'attarder un tout petit peu sur Edwidge Dantica. J'ai lu Edwidge Dantica. Et j'ai lu Edwidge Dantica à ma petite fille de 7 ans. En anglais ou en français? En français. Qui a arrêté tout ce qu'elle faisait pour entendre la suite de l'histoire. Ce qui, pour moi, fait d'Edwidge Dantica une merveilleuse conteuse. Mais il y a un matraquage contre Edwidge Dantica. On dit que son style est sec, qu'elle écrit en anglais, que son style est sec. Et pour moi, je retrouve l'âme de la petite fille, justement, qui traverse son texte. Ce sont des récits biographiques et à fleur d'âme. Même si elle écrit en anglais, je sens l'âme haïtienne chez elle. Je ne pense pas qu'Edwidge Dantica ait divorcé de son pays. Mais c'est évident, le paysage. Il faut également parler de diaspora. Et Edwidge Dantica a introduit dans la langue anglaise le mot diaspora écrit en créole, D-Y,
diaspora pour le nom propre qu'on utilise ici. L'accusation, bon, toujours ici, on a le problème de dedans et dehors. Cette peur des Haïtiens de l'étranger, on ne veut pas que l'étranger envahisse. Si vous voulez, elle réclame cette identité diaspora. Elle est diaspora, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas haïtienne. Elle l'est foncièrement. Et les récits sont... Bon, sa sensibilité est haïtienne. Les titres, bon, je ne l'ai pas lu en français. Je connais son moi, texte dans l'original, mais The Farming of Bones, qu'ils ont mal traduit comme la récolte douce des larmes, parce qu'il n'y a rien de doux dans cette histoire. Mais c'est un exemple comme son texte à Jacques Mail, même son dernier Adieu mon frère, qui se passe en Haïti. Donc son imaginaire, son dernier qui n'est pas, c'est une série, une collection d'essais qui s'appelle Create Dangerously, The Immigrant Artist at Work. Il concerne aussi cette double identité qu'elle a. Elle est à la fois américaine et haïtienne. Elle n'est pas seulement haïtienne. Elle est haïtienne et diaspora. Elle est américaine et haïtienne. Et elle réclame ça, et c'est aussi une partie du conflit qui fait d'elle une écrivaine d'importance, parce que c'est par ses responsabilités qu'elle a envers sa communauté haïtiano-américaine, comme envers beaucoup d'autres immigrants aux États-Unis. Nous sommes un pays d'immigrants. Et ce qu'elle dit pour ces conflits qu'on peut avoir envers le pays d'enfance et le pays d'accueil, elle les ressent et elle transmet ça beaucoup à d'autres personnes. Elle fait également, quand vous voyez les textes de Jacques-Stéphane Alexis, compère général Soleil, René Philoctète, Le peuple des terres mêlées, et The Farming of Bones, la récolte douce des larmes, vous avez trois versions différentes du massacre de 1937. Et elle fait différemment, mais c'est une façon pour elle de voir ça depuis les États-Unis, mais depuis son expérience d'haïtienne aussi. Vous avez présenté Edwidge Danticat à Île en Île. Cela m'amène à parler de Île en Île, car j'ai des téléspectateurs étudiants qui sont très avides de connaissances et qui sont très curieux de Thomas Pire. Mais qui est Thomas Pire? Pourquoi un étranger s'intéresse tellement à la littérature haïtienne, à la culture haïtienne? Et il y a une remarque qui a été faite et qui est juste. Vous êtes l'un des rares professionnels à s'être penché sur l'écriture haïtienne et à avoir fait une étude profonde de cette écriture, car vous l'étayez de façon remarquable. Quelles sont vos motivations et quels sont les critères de sélection? Les motivations viennent du début des besoins pédagogiques. Je donne des cours, je suis à 2 facultés de CUNY, c'est l'University of New York. Là, les cours de licence sont dans le Bronx et les cours de doctorat à Manhattan. Et pour les étudiants du Bronx en particulier, il nous manquait des matériaux pour l'enseignement. Comme vous le savez, en France, on ne connaît pas la littérature haïtienne. Et pour moi, qui voulais enseigner ces textes, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Haïti, peut-être déjà la question de l'intérêt, parce que c'est un monde très proche de notre monde. Nous sommes aussi un monde créole aux États-Unis. Nous venons de beaucoup d'horizons et nous sommes ce mixage, ce mosaïque de peuples. Et donc, ce sont des textes, parce que je suis professeur de français, de lettres francophones, ce sont des textes qui parlent beaucoup à nos préoccupations. Et j'avais besoin donc de ces outils pour moi et pour les étudiants. On ne peut pas présenter un auteur sans un contexte. Moi, j'ai des collègues en département d'histoire qui se moquent de nous en ce qu'on appelle humanité, l'imaginaire, littérature, en disant nous ne travaillons pas avec le concret, nous travaillons avec l'imaginaire. Mais l'imaginaire est presque toujours basé sur un contexte réel. Si on va parler de l'Occident, on ne peut pas parler bien de cette histoire sans prendre en compte le contexte de la révolution haïtienne, qui était un événement clé dans la composition du monde moderne que nous connaissons. Donc le début du site, c'était pour cela. Les étudiants du Bronx, c'est une très grande université CUNY publique,
Et les étudiants n'ont pas beaucoup de moyens. Ils n'ont pas l'argent pour acheter les derniers. Je me rappelle, à l'époque, il n'y avait que l'édition de Gouverneur Larosé qui était sortie à Messidor en France, qui était du genre $20. C'est trop cher pour les étudiants. Donc, il fallait avoir des textes disponibles de façon abordable et un outil qui donne des informations fiables et profondes. Une petite biographie, et malheureusement les étudiants mélangent trop souvent la biographie de l'auteur avec les personnages. Et ça, c'est peut-être une autre histoire, mais il faudrait quand même situer un auteur dans un contexte. On ne lit pas Jacques Roumain de la même façon qu'on lit Gary Victor. Nous avons un contexte politique, imaginaire, linguistique même qui change selon le temps. Donc l'origine du site, c'était cela. C'était d'avoir pour mes propres étudiants ces présentations biographiques avec des extraits. Mais ça a débordé, Thomas. Ça a vraiment débordé. Si j'avais su... Il y a 13 ans, quand j'avais commencé... Il ne faut pas être modeste, Thomas. Parlez-nous de Île en Île. Vraiment, ce que c'est. Comment visite-t-on Île en Île? On visite comme on visite une encyclopédie, j'espère. Il y a... moi, j'ai dit aussi, s'il y a plus d'une centaine d'auteurs présentés aujourd'hui, c'est-à-dire la présentation comprend en général une photographie, une biographie, une bibliographie fiable, vraiment bien solide, date de publication, date de republication, une liste brève de textes critiques, traductions avec des liens sur Internet, mais aussi un minimum, si c'est un poète, un minimum de quelques poèmes, si c'est un romancier ou un nouvelliste, une nouvelle. Pour moi, c'est surtout donner le goût. Parce que déjà dans un cours, si je fais un cours sur la Caraïbe en général, on ne peut pas tout couvrir. Même si je fais un cours sur la littérature haïtienne seulement, évidemment, on ne peut pas tout couvrir. Donc, on va couvrir certains auteurs, on va choisir certains textes, mais l'avantage du site, c'est que ça peut donner un petit goût. S'ils peuvent lire un petit peu de la poésie de Georges Castrat, même si c'est en créole. Parce que j'ai, par exemple, de Georges Castrat, un texte en créole avec une version chantée par Lodi Auguste. Et des gens vont voir même, par exemple, j'ai un texte de Paulette Pujol-Oriol, un extrait où elle mélange, il y a un peu de créole dans le texte. Et je pense que ça aide aux gens d'avoir un échantillon. Et avec le audio, j'ai beaucoup d'audio. Et il y a peut-être plus de problèmes ici en Haïti avec la question du débit sur Internet, d'avoir l'audio ou la vidéo, mais pour les gens avec une bonne connexion Internet, il y a beaucoup d'audio à écouter et de la vidéo qui donne un échantillon qui, j'espère, les amènera à lire davantage. Avec un petit extrait, ils vont dire « Ah, cet auteur-là, il y a quelque chose, j'ai envie de connaître davantage. » Donc, c'est une sorte de vitrine de base, et j'espère que ça amène à aller plus loin, et je le sais par les réactions que je reçois, par le courriel abondant qui est reçu. Vous dites que c'est une vitrine où sont montrés une centaine d'écrivains. Comment vous les sélectionnez? Quels sont les critères de sélection? C'est un peu difficile, il y a une centaine d'auteurs haïtiens, il y a 250, je pense, auteurs ailleurs, parce que comme j'ai un patrimoine assez solide d'Haïti, il y a la même chose pour l'île Maurice, comme l'île de la Réunion, Madagascar, Martinique, etc. Les critères, pour moi, le plus important, c'est d'avoir le patrimoine de base, les auteurs les plus solides, les plus importants. Et les gens qui vont voir la liste des auteurs haïtiens, ils vont voir, ah, il y a un tel, une telle qui manque. Et je voudrais bien dire aux téléspectateurs que j'y travaille. Il y a des centaines de dossiers en cours de route et j'ai besoin de contacter des collègues, des spécialistes. Et comme moi, les autres offrent leur temps d'une façon bénévole parce qu'ils sont spécialistes d'un tel ou une telle auteur. Et les critères de sélection, c'est... je donne l'exemple de Sonny Rupert, un auteur guadeloupéen. Il a fait un seul recueil de poésie, mais monumental, extrêmement important pour la langue créole guadeloupéenne. Et
Ça veut dire que oui, il peut y avoir un auteur important pour un seul texte. Mais pour tous les jeunes qui viennent vers moi, je viens de publier un recueil de poésie, quand est-ce que j'aurai ma page sur Île en Île? Je leur dis, mais patientez, j'ai quand même beaucoup de choses derrière moi et je voudrais quand même que le patrimoine qui reste à compléter, c'est la priorité. Mais pour les autres, je fais beaucoup des jeunes aussi, des auteurs émergents. Je trouve que c'est important, mais je suis beaucoup moins concerné par la toute dernière nouveauté d'un jeune auteur émergent que je ne suis par des auteurs qui restent du 19e et début du 20e siècle qui restent à présenter. Mais si j'avais le temps, je mettrais tout le monde en ligne, mais je fais le maximum pour des auteurs qui sont dont on entend du moins parler. S'il y a quelques articles critiques ou autres, on sait que peut-être avec un seul recueil, cet auteur a déjà marqué. Mais, ou même un seul texte. Parfois. Ça a été le cas pour James Noel à une certaine époque. Quand il débutait, bien sûr. Oui. Et on peut-être c'est ma propre vision, ma perspective que je sens aussi. Les choses, je suis prof de lettres quand même. Mais j'ai du mal, moi-même, quand je ne maîtrise pas la langue créole, à savoir qu'un tel ou une telle en langue créole soit très important. Mais je fréquente quand même beaucoup de spécialistes, que ce soit des professeurs ici à l'université Quisqueya, l'école normale, ou des spécialistes aux États-Unis. Et c'est eux qui viennent vers moi aussi. J'ai quand même un réseau assez développé de spécialistes, de connaisseurs qui m'aident à dire oui, il faut absolument mettre un tel auteur. C'est compliqué de dire pourquoi un tel ou une telle, mais j'aimerais bien tout simplement dire que c'est ouvert pour tout le monde, mais je n'ai pas le temps de développer tout le monde et je dis tout simplement encore, je me répète en disant que le patrimoine c'est le plus important, le contemporain ça vient à fur et à mesure. Mais quand on connaît un peu les coulisses, on sait que les activités de Thomas Spire ne s'arrêtent pas là. Thomas fait des recherches, Thomas écrit, mais où trouve-t-il le temps en 24 heures de se pencher sur cette encyclopédie? J'aimerais bien le savoir, mais je me trouve esclave de mon ordinateur. Et c'est vraiment le courriel qui est reçu, le nombre de libraires, le nombre d'associations, les organismes touristiques, et tout le monde veut un lien. J'essaie aussi de garder le texte gratuit, facile à télécharger, parce que là, j'explique aux gens aussi, quand vous allez en Afrique francophone, où c'est assez comparable avec Haïti, les problèmes d'accès à l'Internet, et quand les jeunes payent X dollars en monnaie locale, franc CFA, pour utiliser l'Internet, et vous verrez 2-3 jeunes sur le même terminal. J'essaie de faire en sorte que ce que je mets en ligne soit assez simple, ça télécharge rapidement, sans publicité. Ça demande beaucoup de temps. Je suis dans une université publique où j'ai une charge de cours 2 fois plus grande que ce qu'on a en général dans les universités publiques. C'est par dévouement, si vous voulez. Je suis amateur de tout cela, je suis passionné, et si les Français ne le font pas, il faut que quelqu'un le fasse. Et évidemment, nous, on a accès à l'Internet plus facilement, donc je centralise ces informations comme ça, et je fais ce que je peux, et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. J'aimerais bien que des fonds arrivent de quelque part. Et le problème de travailler en langue française aux États-Unis, c'est que certains organismes, fondations aux États-Unis veulent bien sponsoriser des projets qui sont en langue anglaise. Les organismes de la francophonie veulent que le projet soit basé dans un pays francophone. Donc je suis un peu entre ces 2 chaises, si vous voulez, francophone, anglophone, ou francophone dans un pays anglophone, où c'est peut-être plus difficile à avoir des fonds. Mais j'espère qu'un jour, il y a des téléspectateurs qui connaissent les grands mécènes. Je suis toujours à la recherche parce que je pense qu'il y a un travail de base quand vous voyez le genre de CV que je reçois, que je dois mettre en ordre. C'est un travail, je pourrais facilement employer 2 personnes plein temps. Et si j'avais ces moyens-là, je crois que le site pourrait vraiment s'élargir aussi. Il y a des projets que j'ai pour développer. Comme maintenant, c'est une sorte d'encyclopédie, mais j'aimerais bien une façon d'aborder l'encyclopédie, d'avoir des présentations, par exemple,
Génération de la Ronde ou l'occupation américaine, pour avoir des thèmes qui pourraient souligner un peu mieux les auteurs entre guillemets importants. Mais là aussi, j'aime bien insister quand vous voyez le nombre d'auteurs qui publient à compte d'auteur ici. Si vous pensez à René Philoctète, Gigi Dominique, Paulette Pujol-Oriol, même les débuts de beaucoup d'auteurs qui sont beaucoup plus connus maintenant, comme Gary Victor, qui ont publié, Franck Etienne toujours. Pour moi, les critères ne sont pas que le livre soit publié à Paris. Les critères, c'est que le livre soit disponible, que ce soit de qualité. Et vous avez une grande littérature nationale qui n'est pas forcément connue à l'étranger, mais je sais que par le site, des gens des pays francophones et des pays non francophones sont très contents d'avoir ces informations sur place parce que moi, je trouve qu'il peut y avoir un livre publié à compte d'auteur ici. Regardez le dernier de Gary Victor, Soro, qui est publié ici. Ce ne serait pas diffusé demain à Paris, mais j'ai hâte de le lire. Je viens de le prendre. Donc, c'est pas une question de quelle maison d'édition, mais que le texte soit là et disponible. Et qu'il soit bon, parce que j'ai lu Soro et j'ai eu l'impression de revivre le tremblement de terre. Et Gary Victor a été magistral dans ce livre. Ça, je ne fais pas de compliments, mais sur le plan de l'émotion, eh bien, il m'a laissé délabrer. C'est bien le terme. Et en parlant de l'élabrement, ça m'amène à vous parler du tremblement de terre en Haïti. Je sais que vous avez été témoin actif de ce tremblement de terre. Comment vous avez vécu ça et comment vous avez retrouvé Haïti 1 an et demi après? Je ne sais pas si les Haïtiens ont vécu beaucoup plus que moi. Effectivement, j'étais là et je pense que c'est même pas la peine d'en parler. Je figure dans 3 récits. Lionel Edouard Martin, je crois que c'est le nom, qui a écrit Le Tremblement. Daniela Ferrière, Tout bouge autour de moi. Le texte de Rodney Saint-Éloi, le titre m'échappe. Et c'est assez marrant, ça me fait penser à Rashomon, le film japonais, où il y a toutes sortes de personnes qui voient une histoire différente. Et je crois que ça, vous êtes 9-10 millions, et je crois que vous avez facilement 9 ou 10 millions de façons de raconter le tremblement. Et c'est pas à ma place de parler de ça. Je pense qu'1 an et demi ou 1 an, 18 mois après, ce que je pourrais dire, c'est que j'ai eu un peu peur de revenir. Et j'ai fait plusieurs voyages dans ce pays. Et psychologiquement, j'avais un peu de mal. Et je pense que c'est un peu comme quand on tombe d'un cheval, on dit qu'il faut remonter. Et j'avais besoin de venir sur place pour voir que le pays avance. La vie continue. Parce que quand vous êtes aux États-Unis, même si vous êtes comme moi, branché sur les nouvelles, la radio haïtienne qu'on peut facilement capter sur Internet, vous avez quand même aussi la presse occidentale, américaine, qui exagère tout, quoi. Et j'avais l'impression que j'allais trouver tout encore en ruine, rien que des personnes ententes et des débris partout dans la rue. Je crois que pour moi, le plus grand choc, non seulement de retrouver certains quartiers où je perds les repères, il n'y a plus les immeubles qu'on connaissait. Pour moi, le moment le plus difficile, je crois que c'était au centre-ville. Parce que c'est comme s'il y avait une bombe qui était arrivée. Et en même temps, ça m'a fait beaucoup de bien de revenir. Parce que le sourire haïtien est toujours là, les blagues, l'esprit, la force créative de ce peuple. Et de voir que peu à peu, on sait que pendant les guerres, on a besoin d'eau et de pain et de manger. Et l'être humain, c'est pas seulement les Haïtiens, on dit toujours les Haïtiens sont résistants. Bien sûr, ils sont, mais l'être humain l'est. Et il y a un côté de l'entraide, je crois que ça a solidifié quelque chose au niveau national ici. Une certaine, Odette Roy-Fonbrun l'appellerait ça un combétisme. Il y a une certaine solidarité haïtienne qui est là. Et je trouve que quartier par quartier, quand même, on trouve certains repères, on voit les débuts des reconstructions, les débris. Mais c'est vrai qu'il y a des moments de choc aussi de voir encore, 18 mois après,
les dégâts que ce grand catastrophe a laissé à notre cher Haïti. Et aussi l'espoir, parce qu'on peut aussi parler de catharsisme. Quand on regarde la créativité haïtienne, ce qu'on a eu comme livre de nouvelles signatures, on a eu 134 écrivains en signature à Livre en Folie. Et vous étiez là. C'était un événement remarquable de voir tous ces jeunes agglomérés là autour des stands attendant les livres. Et pour ça aussi, vous avez joué un rôle. Vous êtes venus, vous avez fait des conférences, vous avez participé à des lectures. Racontez-nous ça. Ce que je peux raconter en 2-3 mots, c'est la troisième fois que je suis venu pour Livre en Folie. C'est la première fois depuis que Bourdon, en haut, il est au parc de canne à sucre. Donc c'était un lieu différent pour moi. Ce qui est nouveau cette année, c'est cette quinzaine de livres. Et je pense que ça, c'est très important parce que on a cette journée intense, un peu trop commerciale. Oui, de vente. Et si j'avais à critiquer et suggérer des choses pour l'avenir, quand je sais que Edwige Dantica est restée jusqu'à presque 7 heures du soir, quand Livre en Folie s'est terminé à 6 heures, à signer. L'espace du parc de canne à sucre est tel qu'on pourrait mettre un podium et disons que une université peut faire un forum à midi, la direction nationale du livre à 2 heures, un débat littéraire, un musicien pourrait venir et l'auteur en honneur, comme Edwige Dantica, je pense qu'elle aussi aurait apprécié un moment où elle pourrait s'adresser à tout le monde. Il manquait un peu ça. Au lieu d'avoir, et je ne veux pas dire les compagnies qui sponsorisaient, mais on avait des haut-parleurs qui criaient pour des choses commerciales. Il y avait une certaine organisation qui manquait dans la lenteur des ventes, etc. Mais on peut critiquer ça, mais en fait, ça s'est très très bien passé. Il n'y a pas eu de pluie, donc c'était une belle journée. Mais la quinzaine de livres, maintenant, c'est très très bien personnellement, pour pouvoir donner des conférences, faire des rencontres, des autres auteurs, parler de nouveaux livres. Et une chose qui est extrêmement importante qu'ils ont fait, ce sont ces ateliers pour la professionnalisation du livre. Parce que comme vous avez vu aussi, il y a eu plus de 100 auteurs, mais beaucoup de ces auteurs qui sont publiés à compte auteur. Et il y a des très bons, mais il y a de n'importe quoi aussi. Il n'y a pas de très bonnes normes. Le respect, que ce soit même alphabet ou la façon de présenter un livre, je crois qu'il manque ce professionnalisme-là et j'espère que ces ateliers qui avaient à voir avec mise en page, les recensements de livres, la reliure, les droits, je pense que ça aussi c'est important pour améliorer la qualité de ce qu'on fait de niveau national et je pense que ça aussi, ça aidera aussi à l'échange international. Oui, chez nous, il y a une carence au niveau de l'édition. Les écrivains, souvent, ne sont même pas conscients que c'est un travail, que le travail de l'édition. Alors là, ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer. L'exemple qui est à la fois extrêmement positif et qui reste à corriger un petit peu, ce sont des presses nationales d'Haïti. Moi, je fais un grand éloge du travail de Williams Edward, de ce qu'il a fait pour pouvoir mettre à la disposition de tout le monde le patrimoine haïtien à des prix abordables. En même temps, il manque, le format carré, on peut dire qu'on aime ou on n'aime pas, mais il y a des coquilles de ceci-là et on peut dire que depuis les presses nationales jusqu'à toutes les presses, il y en a beaucoup, que ce soit l'Imprimeur 2, édition Choukoun, édition Intel, Fardin. Je pense qu'il y a un travail à faire. Aujourd'hui, vous avez des correcteurs électroniques, Antidote ou autres, qui peuvent éliminer une partie de ces coquilles. Je pense que des travaux aussi pour la question physique du livre, la question de l'imprimerie, la police des caractères, des normes internationales. Je crois qu'il y a un travail à faire. Je crois que ça, c'est à chaque auteur aussi qui soigne ce qui se fait quand il paye à compte d'auteur pour que ce livre-objet qu'on paye cher, même si c'est 200, 300 gourdes, c'est quand même 300 gourdes qu'on va dépenser et on ne veut pas dépenser pour n'importe quoi. Et je crois qu'il y a un effort à faire à faire une meilleure qualité. Oui, mais là, ça m'amène à parler aussi de
divulgation au niveau de l'électronique. On parle beaucoup du livre électronique. Parlez-nous du succès du livre électronique aux États-Unis. Est-ce que ce serait une chose bonne aussi pour nos auteurs haïtiens? C'est un très, très, très grand débat. Aux États-Unis, on dépasse maintenant les 10% de ventes en ligne, c'est-à-dire les ventes de livres électroniques. D'abord, la vente en livre simple, de livres physiques, fait que les petites librairies disparaissent. Maintenant, tout le monde achète en ligne et ça, c'est un avantage aussi. Les gens des provinces haïtiennes qui n'ont pas pu venir ici à Port-au-Prince pour Livre en Folie, ils ont pu acheter en ligne. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde a accès à l'Internet, l'électricité et une carte de crédit. Mais le livre électronique, les problèmes d'abord, ce sont des liseuses. Vous avez les normes, le Sony e-book, vous avez le Kindle, vous avez le e-book de Apple. Il y a déjà les problèmes de vision, parce que le e-book que des gens aiment beaucoup de Apple, en fait, quand ça a l'air très blanc et très noir, le problème, c'est que ça fatigue beaucoup les yeux. Le Kindle, qui a l'air plus vilain, si vous voulez, qui est une sorte de gris sur gris, gris clair sur gris fond, et c'est étudié, c'est moins fatigant pour les yeux. Mais si j'achète un livre, si j'ai envie de vous passer mon exemplaire, j'ai pas de problème. Vous pouvez le passer à une autre personne. Je peux le lire à la plage, j'ai pas besoin de problème d'électricité. Le problème avec la numérisation, c'est que acheter en ligne, vous l'avez ça pour votre liseuse, mais vous pouvez pas partager avec les autres. Mais la question de copyright. Si on fait un livre électronique qui est ouvert, pour que je puisse vous l'envoyer par Internet ou autre, ça va être vraiment exactement ce qui s'est passé avec le disque. Il n'y a plus de marché du disque. Parce qu'une personne achète un disque, vous le mettez dans votre ordinateur. La première chose que votre ordinateur vous demande, c'est est-ce que vous voulez mettre une copie sur votre disque et vous partagez. Donc, je ne sais pas où on arrive. Moi, j'ai entendu des débats des personnes qui disent que l'idée du copyright, c'est une idée du XXe siècle et c'est fini. Mais je ne pense pas que les auteurs écrivent pour donner gratuitement au monde entier leurs textes. Ils voudraient bien recevoir une petite quelque chose pour le nombre de personnes qui lisent. C'est un débat difficile. Ici en Haïti, on est à un niveau différent parce que l'accès à l'Internet et avoir des ordinateurs n'est pas disponible pour tout le monde. Mais ça, il faut y penser. Et je ne peux pas vous dire où exactement on va arriver. Mais c'est sûr qu'une partie du patrimoine va être électronique. Je vous donne un dernier exemple, c'est l'édition basée en Guyane, Ibis Rouge. Une petite maison d'édition, ils n'arrivent pas à survivre dans ce monde économique aujourd'hui où tout le monde veut gagner 15% sur toute entreprise. Les maisons d'édition, pendant 100 ans, ils survivaient très bien sur 4 ou 5% de bénéfices. Maintenant, toutes les petites maisons sont achetées par des grands groupes qui sont achetés encore par des plus grands groupes qui veulent des bénéfices qu'on a sur la bourse de Wall Street et ils veulent des 15%. On ne peut pas arriver là. Donc une maison comme Ibis Rouge, ils viennent d'arrêter la publication papier et ils ne vendent que sur format électronique. Est-ce que ça va être l'avenir du livre? Il y a des gens, moi je ne sais pas si je suis pour ou contre. C'est sûr que certaines personnes comme moi, on se fatigue à lire beaucoup sur l'écran. Mais je suis suffisamment âgé pour avoir des vieilles habitudes. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui ont beaucoup moins de mal à lire tout sur électronique. On verra. Thomas Spear, quelle est la survie des bibliothèques? La petite bibliothèque que l'on a chez soi, les livres que l'on chérit. Si l'électronique prend tout, qu'est-ce qui va se passer? C'est assez amusant parce que l'odeur du papier. Est-ce que ça va se perdre? J'en sais rien. Moi, je rigole parce que je pense qu'il y a des gens, parce que je connais beaucoup de gens qui n'ont aucun livre chez eux. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui vont acheter des livres, non pas pour ce qui est dedans, mais pour faire joli quelques vieux textes, vieux reliures. Mais je pense qu'il y a aussi un effort de faire de beaux objets. Moi, il y a à New York un centre qui s'appelle Center for Book Arts où on travaille beaucoup à l'ancienne. Pour faire des livres, même si vous pensez à un auteur français comme Guillaume Apollinaire qui avait travaillé avec des artistes, et je pense que c'est quelque chose à développer ici en Haïti aussi,
où on fait des beaux livres, tirages à 5 exemplaires ou même 50 exemplaires sur du beau papier avec des belles illustrations. Et je pense qu'il y a... Ouais, oui. Et y compris dessins, reliures spéciales, parfois avec une édition cartonnée pour mettre dedans. Je pense qu'il y a aussi... Peut-être avec le livre électronique, les gens vont se porter davantage aussi sur la qualité de ce qui va rester de cet objet. Mais j'aime beaucoup aussi des livres super bon marché, des livres de poche, on peut lire à la plage, mettre du sable dedans. Je pense que c'est important d'avoir le papier, parce que vous parlez de l'odeur du papier, on a ça. Et c'est aussi la question de la lecture, on a un mémoire, nous les vieux, un mémoire qu'on se souvient d'un certain passage et on va retrouver, on se rappelle que c'était en bas d'une page de gauche. Et quand on lit sur une liseuse, il n'y a plus cette gauche-droite, mais l'avantage aussi des liseuses, c'est qu'on peut faire une recherche par mots-clés. Il y a des avantages aussi des liseuses pour des chercheurs, hein, pour retrouver des passages, par exemple. Ah oui? Moi, je pensais que ça nous éloignait justement du livre, parce qu'on n'a plus le contact avec le papier. Cette proximité du livre, on ne l'a pas quand on est sur électronique. Oui, mais il y a le contact, mais il y a aussi ce qui est dedans. Et par exemple, les personnes qui travaillent sur des textes classiques de langue grecque et latine, tout le patrimoine en grec et latin est complètement numérisé. Ça veut dire, si vous faites une recherche aujourd'hui, vous allez faire un doctorat sur Sophocle ou autre, il est inconcevable si vous travaillez, disons, sur l'imagerie du feu, que vous ne fassiez pas une recherche sur le mot feu, sur toute l'œuvre, parce que cette disponibilité est là. Il y a ça aussi dans l'électronique qui donne ses avantages. Moi j'ai l'habitude de professeur, j'écris avec un crayon. Et là, moi, je déteste aller à la bibliothèque voir les signes de feutre et de crayon, pas de crayon de plume que des gens mettent dans des livres. Mais mes livres personnels, je lis toujours avec un crayon. Ça peut s'effacer après parce que j'ai envie après peut-être de faire un article sur des métaphores ou sur des thèmes particuliers. Et sur les liseuses, c'est impossible. Sur le Apple iBook, on peut faire un bookmark, un signet. Sur le Kindle, on va très difficilement taper des choses. Le crayon est très pratique. Et un livre papier aussi, on peut écorner des pages. Quand c'est votre livre, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Voilà, justement, il y a l'instinct de propriété qu'on ne peut pas avoir avec l'électronique. Mais je vais vous ramener un petit peu vers Haïti et je veux vous ramener vers la littérature populaire. Quel message vous auriez pour tous ces jeunes-là qui veulent s'adonner à cette littérature? On a parlé tout à l'heure sur ces questions littérature populaire et littérature d'élite, si vous voulez. Moi, je ne fais pas trop la distinction. Je pense qu'il est très important de valoriser autant le roman que le théâtre, que la poésie, que les textes faits pour la radio. Vous avez beaucoup de traditions ici depuis toujours. Moi, je pense à Mona Guérin, oui, on est de qui font ici des textes pour la radio. Et la poésie éphémère, la poésie dite d'une soirée inventée, quand vous pouvez assister à des soirées où la parole se balance d'une personne à une autre. Une personne va commencer un texte de Georges Castrat et l'autre va faire une suite avec un plus jeune. Je pense qu'il faut valoriser ce qui n'est pas forcément développé. Et il y a beaucoup de formes que les Haïtiens ne travaillent pas beaucoup. Il y a Schiller Jean-Baptiste, par exemple, qui était dans la science-fiction. Où sont les auteurs haïtiens de science-fiction? Où sont des auteurs haïtiens de bande dessinée? Je pense que la bande dessinée est quelque chose qui devrait se développer. Je pense que c'est une autre forme qui est possible, mais qui n'est pas forcément une forme haïtienne. Mais pourquoi pas? Le graffiti aussi, ça peut être éphémère, mais c'est une poésie d'une certaine manière. Donc je pense que toute forme de littérature est valable. Mais ce sont des expressions innées que nous avons. Nous avons des besoins différents de nous exprimer. Certaines personnes font regarder les textes de Franck Etienne, qui mélangent dessin avec texte. Et les textes sont en français, ils sont en créole ou ils sont dans la langue de Franck Etienne, qui sont des néologismes. Parfois, il faut vraiment lire à haute voix pour avoir un sens. Et donc, je suis pour toutes les formes chantées, les formes qui disparaissent, aussi bien que les formes classiques
du roman, des nouvelles, etc. Alors là, Thomas Spear, c'est plus qu'un plaisir de vous recevoir, parce que là, vous nous portez à valoriser l'expression spontanée. Et c'est merveilleux parce que nous sommes un peuple de conteurs. Amis téléspectateurs, en votre nom et en mon nom propre, je remercie Thomas d'avoir fait une partie du voyage avec nous sur Quisqueya, l'île mystérieuse. Portez-vous bien, on va se revoir bientôt et Thomas Spear passera par là. Respect, Thomas. Merci, au revoir.